18h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin, d'autant plus que quand même quand on lit l'intitulé de votre portefeuille, ministre délégué en charge des relations avec le Parlement et de la vie démocratique, on se dit qu'en ce moment vous n'êtes pas forcément au poste le plus facile, quoi. Il n'y a pas de poste facile, il n'y a que des missions importantes quand on sert son pays, quand on sert la France. C'était pas du tout une réponse langue de bois, ça. Non. Non. Est-ce que vous me demandez si la vie est un long fleuve tranquille ? La réponse est non. Mais est-ce que vous me demandez si je suis à ma tâche, à ma mission, affairé au travail ? La réponse est oui. Nuit et jour, en l'occurrence, encore plus dans cette période. C'est vrai. Et vous êtes évidemment au cœur de ces questions de tractation, de coalition. On va essayer de comprendre si tout simplement le pays est gouvernable. Emmanuel Macron envisage la constitution d'un gouvernement d'union nationale. Voilà ce que dit Fabien Roussel en sortant de sa réunion, son entretien avec le président. Il m'a demandé si nous étions prêts à travailler dans un gouvernement d'union nationale. Cette option d'un gouvernement d'union nationale qui aille jusqu'au Parti communiste français est donc sur la table. Ce qui est sur la table, et c'est véritablement la valeur qui nous tient à cœur, et c'est ce qui organise tout le travail en ce moment, c'est d'identifier une majorité pour pouvoir avancer, réformer et transformer notre pays. De quoi parlons-nous ? Nous sommes sortis en tête des élections législatives avec une majorité relative. Très relative. C'est-à-dire qu'il nous manque un certain nombre de députés pour pouvoir quarantaine. disposer d'une majorité absolue. D'abord, est-ce qu'il y a une alternative à notre majorité ? La réponse est non. Même si vous additionniez tous les députés de la France Insoumise, les députés les Républicains, les députés du Rassemblement National, ils auraient moins de députés en cumulé que ceux que nous avons. Il n'y a aucune combinaison au Parlement d'autres groupes que le nôtre susceptibles de dégager une majorité. D'accord, donc non, vous restez le pivot central et donc il va falloir trouver des alliances. On aurait pu imaginer qu'il y ait des alliances, je ne sais pas, LR, RN, qui auraient pu dégager une majorité. Ça n'est pas le cas, ça ne peut pas être le cas, ni aujourd'hui, ni demain. Tous les députés en ont conscience. Tous. Tous les députés ont été élus par leurs concitoyens avec un projet qu'ils ont défendu. Le projet qui a retenu l'attention des Français, qui a recueilli la majorité des suffrages, c'est le nôtre. Donc les autres députés sont logiquement dans une opposition. Maintenant, comme ils ne peuvent pas dégager de majorité, et comme ils savent que nous avons besoin qu'il y ait dans ce pays une majorité pour réformer la France, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une participation d'une manière ou d'une autre. Et là, toutes les options sont sur la table. Ça peut être effectivement un élargissement de notre majorité, la poursuite du dépassement, le centre-gauche, le centre-droit. Ça peut être, pourquoi pas, un élargissement encore plus large pour se dire l'heure est grave, il faut que nous puissions unir nos forces et trouver des points de consensus pour réformer le pays. Ou ça peut être un système de majorité, projet par projet, tantôt avec la gauche, tantôt avec la droite. Toutes les options sont sur la table. Quand vous dites élargissement, la question que je me pose d'abord, c'est, je vous repose la question de Fabien Roussel. Est-ce que, en effet, cette idée d'un gouvernement de coalition nationale, y compris d'un gouvernement, je dis bien le mot, ça veut dire quand même, quand il dit gouvernement d'union nationale, qu'il pourrait y avoir des communistes dans le gouvernement. Ça peut aussi passer par là ? Non, le président de la République a consulté les présidents de groupe hier pour leur demander quelles étaient leurs intentions et quels étaient pour eux le champ des possibles. Poser une question ne veut pas dire qu'on a soi-même la réponse. Et ce n'est pas une proposition. Être capable de consulter pour dire... Mais si Fabien Roussel répond vous oui... savez, allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Mais On imagine la conversation. Il y a Emmanuel Macron et Fabien Roussel qui sont tous les deux dans le bureau hier après-midi. Emmanuel Macron dit à Fabien Roussel, écoutez, voilà, moi je suis bloqué. Une des options sur la table, c'est un gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous en êtes ? Et là, Fabien Roussel dit, banco, j'en suis. Est-ce que, concrètement, on peut imaginer un Fabien Roussel qui rentre au gouvernement ? Je n'ai rien à imaginer. Je vous dis qu'on est en train de regarder le champ des possibles et qu'on envisage toutes les options qui sont sur la table. Ça ne veut pas dire que ça irait vers un gouvernement d'union nationale. Vous me dites Posez que la c'est question. impossible. Vous savez, on va être très pragmatique. Vous recevez un parlementaire qui connaît bien le droit et qui connaît bien le fonctionnement de l'Assemblée. Et vous dites, vous avez conscience que vous avez aujourd'hui 2 options, 3 options en réalité, ou le blocage des institutions, ou une participation sur certains textes ou à la politique générale que nous conduisons, ou on constate qu'on n'y arrive pas et la dissolution. Bon, donc les questions qui sont posées, elles sont les suivantes. La participation, est-ce que ça va vers un vote texte par texte ? Est-ce que ça va vers un rassemblement au sein d'une majorité qui peut aller jusqu'à un gouvernement, etc. C'est comme ça que vous consultez. Ça ne veut pas dire que vous faites une proposition pour dire voulez-vous être mon ministre de je ne sais quoi. Encore une fois, il faut bien comprendre les choses. Et on va présenter un texte bientôt au Parlement. Un texte qui est attendu par les Français sur le pouvoir d'achat. On va y revenir. Je peux pas imaginer une seconde qu'il n'y ait pas des députés, bien que d'opposition, qui se disent c'est important pour les Français d'augmenter la pension pour les retraités. Mais la réalité, donc on va avancer. Quand vous me dites que toutes les options sont sur la table, c'est parce que vous êtes paumé.
Mais on n'est pas paumé. Non, Si vous êtes on est complètement dans une paumé. situation, Je veux Apolline de dire, Malherbe. on a l'impression que le président est séché. Non, il n'est pas séché. Attendez, pardon. Le président de la République, en 5 ans, il a tenu face à la crise des Gilets jaunes, une crise sociale sans précédent, la plus grande pandémie depuis un siècle, un conflit aux portes de l'Europe. Personne ne peut nier au président de la République la capacité de faire face avec succès aux épreuves qu'il peut rencontrer. Enfin, là, c'est pas un succès dimanche. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une crise, nous sommes dans une situation inédite. Les Français nous ont donné une majorité relative. Ce n'est pas une crise. Personne, aucun parti en dehors du nôtre ne peut se targuer. On est dans les faits là, d'avoir gagné les élections. Et quand on sert son pays, on ne peut pas considérer qu'on est gagnant en imaginant que notre pays serait bloqué. Donc, on est tous, quelles que soient nos étiquettes politiques, normalement élus au Parlement pour pouvoir réformer, légiférer et travailler. Mais ce que je comprends quand même en vous entendant, vous qui êtes chargé justement des relations avec le Parlement, donc de l'avancée aussi de la vie démocratique, c'est que 3 jours après, nous sommes mercredi, vous n'avez pas la clé. Mais attendez, pardonnez-moi, le groupe LR, par exemple, se réunit aujourd'hui pour désigner son président. Le groupe PS s'est réuni hier soir pour la première fois. On ne va pas sauter sur les groupes politiques pour leur dire « venez vite chez nous, on est pressé, il y a urgence ». Ça n'empêche pas d'appeler et on se parle. Mais pour le pays, il y a urgence. Mais il y a urgence pour le pays. Est-ce que le pays peut attendre ? Mais on est pour l'instant dans le respect strict de l'agenda. C'est-à-dire, avant les élections, nous savions qu'il y aurait la désignation du président de l'Assemblée nationale la semaine prochaine, une déclaration de politique générale de la Première ministre qui n'intervenait pas avant le 4 juillet, donc il n'y a pas de retard qui soit pris. D'accord ? On est dans la constitution des équilibres politiques et des groupes. Donc là, on est dans le timing, si je puis me permettre. Ensuite, moi, j'appelle, et d'autres aussi, j'appelle les députés que je connais très bien, certains avec qui j'ai siégé entre 2012 et 2017. Et quand j'ai un député socialiste, je lui dis, il y a plus de convergence entre toi et nous qu'entre toi et Jean-Luc Mélenchon. Oui. Bon, donc est-ce qu'on peut trouver les conditions d'un accord ? J'appelle un député de centre droit et je lui dis, il nous est arrivé de ne pas être d'accord sur certains sujets, mais tu as voté 80%, 90% des textes que nous avons proposés. Sur cette base-là, on doit être capable d'élargir notre majorité. Ça, c'est une des stratégies possibles, c'est-à-dire élargir la majorité parlementaire sur la gauche et sur la droite. En plus, c'est dans notre ADN, ça s'appelle le dépassement politique. C'est ce que prône le président de la République. Être capable de faire travailler ensemble des gens qui viennent de la gauche et de la droite. Plus ils sont modérés, évidemment, plus c'est logique de le faire. Oui, mais jusqu'où ? Olivier Véran, quand vous entendez hier une députée de chez vous, Céline Calvel, qui est députée La République En Marche, qui dit « Quand on a besoin d'avoir une majorité, si c'est bon pour les Français, on va aller chercher les voix du Rassemblement national. » Non. C'est non ? Non. Non, c'est non. On n'ira pas... On ne se mettra pas en situation de devoir dépendre des voix du RN pour faire majorité au Parlement. Donc vous n'irez pas les chercher, mais vous ne direz pas non si elles viennent. Mais, attendez, vous avez posé en quelque sorte. Parce qu'il y a un petit peu le côté good cop, bad cop. Non, il y a une grande différence, Apolline de Malherbe, entre passer un texte au Parlement parce que le RN le vote, pour faire le nombre, ou passer un texte au Parlement et que le RN le vote, indépendamment du fait qu'on ait la majorité. Vous ne vous mettrez pas en situation de dépendance. Voilà, en démocratie, on ne peut pas empêcher, et c'est heureux, un député de voter un texte que vous présentez. Par contre, faire le calcul par anticipation que grâce aux voix du RN, nous passerions un texte que nous ne passerions pas sans eux, c'est non. C'est une faute. Ni d'ailleurs, Ni d'ailleurs LFI. C'est une faute. Ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. Nous sommes dans l'arc républicain. Nous avons porté ces valeurs pendant la campagne, et ce sont des valeurs que nous avons à cœur. Ce n'est pas le cas des communistes, ce n'est pas le cas des écologistes, ce n'est pas le cas des socialistes, ni des républicains. On va redire les choses très précisément pour comprendre les contours de cette assemblée que vous imaginez, ou en tout cas de cette majorité que vous imaginez. Vous pourriez intégrer par exemple le Parti socialiste, des députés qui sont dans la NUPES, mais plutôt côté Parti socialiste. Vous pourriez faire alliance avec les LR, mais ni LFI, ni RN. Vous avez la réponse. C'est bien ça. Est-ce que c'est une faute morale qu'elle fait, Céline Calvez ? Non, attendez. Dans la période post-élection, où tout le monde a fait campagne, et je connais très bien Céline Calvez, qui est une députée de très grande qualité. Et je la connais suffisamment, et je connais suffisamment ses valeurs pour savoir que il ne faut pas lui prêter une interprétation excessive des propos qui ont été tenus. Donc je me permettrai vraiment pas, je la connais très bien. Olivier Dussopt, qui est au gouvernement, il était député socialiste en début de mandat dernier, il nous a rejoints. Damien Abad, qui est aujourd'hui du ministre, il était député LR, il nous a rejoints. Moi-même, j'étais député socialiste et j'ai rejoint Emmanuel Macron en 2016-2017. Mais enfin, ceux qui restent aujourd'hui et qui ont été élus sous l'étiquette PS ou LR, c'est justement ceux qui ne vous ont pas rejoints. C'est un peu, je dirais, ceux qui ont résisté à cet appel. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous pourrez malgré tout les convaincre ? Ils vous le disent non, hein ? Pour l'instant, ils vous répondent non. Enfin, je ne sais pas si vous avez des informations à nous donner sur ceux que vous avez appelés. Mais... Je vous dis que des députés constructifs et responsables de gauche et de droite, il y en a largement suffisamment pour faire majorité, ou une majorité globale, ou majorité texte parti. Largement suffisamment. Oui.
vous avez eu plusieurs députés au téléphone qui, individuellement, en dehors des présidents de groupe, sont prêts à vous rejoindre et à être dans une majorité constructive. Ils ne disent pas forcément qu'ils sont prêts à nous rejoindre. Ils disent « Nous sommes en responsabilité élus parlementaires. Nous avons conscience qu'il n'y a pas de majorité sans vous et nous ne voulons pas bloquer notre pays. Donc, à vous de créer les conditions qui nous permettront de travailler avec vous, ou texte par texte, ou pourquoi pas un accord si on voit qu'on n'y arrive pas. » Je suis un petit peu surprise, parce que c'est vrai que quand on écoute Christian Jacob, par exemple, on a l'impression que c'est une porte totalement fermée. Mais vous avez l'air assez serein ce matin, vous dites j'ai suffisamment, je ne me permettrai pas de vous dire que suffisamment. Je ne vous dirai jamais que je suis serein, et je ne vous dirai jamais que c'est fait. Je vous dis que je connais le Parlement depuis 10 ans, que j'y suis élu, et que j'ai occupé plusieurs fonctions, et que nous travaillons collectivement, et que nous nous montrons ouverts, et que nous avançons en transparence, et que nous disons à celles et ceux qui veulent travailler avec nous qu'ils sont les bienvenus, et que nous pouvons discuter des conditions qui nous permettraient de trouver des voies de consensus. Et qu'il y a, encore une fois, plusieurs grandes options qui sont sur la table. Celle que nous privilégions aujourd'hui, c'est celle d'un élargissement de notre majorité à celles et ceux qui veulent travailler, et évidemment en discutant les conditions. Ça veut dire qu'il faut être capable aussi de se réinterroger. Vous serez prêt, vous aussi, à faire des concessions, j'imagine. Ça veut dire qu'on doit se réinterroger. La seule option... Ça veut dire quoi, se réinterroger ? La seule option... Ça veut dire que s'il y a des points qui sont des points de blocage, on va ne pas commencer par ces points de blocage. Et nous avons des objectifs devant nous qui me semblent assez consensuels, pardonnez-moi. Lutter contre les déserts médicaux, ça fait consensus. Réformer l'école pour nos enfants, ça fait consensus. Améliorer la sécurité de nos concitoyens, ça fait consensus. Alors justement, augmenter les pensions de retraite, ça fait consensus. Au-delà de la méthode, on y reviendra, mais justement pour rentrer un peu dans le concret, pour voir justement si le pays n'est pas complètement sur pause et s'il y aura des mesures concrètes. Vous évoquiez de vous-même ce qui devait arriver là, tout de suite, c'est-à-dire dès le 6 juillet présenté en Conseil des ministres, le paquet de mesures pouvoir d'achat. Est-ce que vous pensez qu'il peut concrètement entrer en vigueur dès cet été, comme c'était prévu ? La question que vous me posez, c'est est-ce qu'il y aura suffisamment de députés pour augmenter le niveau de pension de retraite des Français ? Normalement, la réponse, elle est dans la question, que vous soyez de droite ou que vous soyez de gauche. Et s'il ne se trouvait pas les quelques dizaines de députés manquant à la majorité pour voter l'augmentation des pensions de retraite pour les Français, ça poserait quand même un certain nombre de questions. Bien, il y aura d'autres choses dans la loi sur le paquet pouvoir d'achat. Et par exemple, j'ai posé la question ici même à Manuel Bompard dès lundi. Lui, il disait, sur le pouvoir d'achat, nous, ce qu'on veut, c'est bloquer les prix. S'il y a le blocage des prix dans la loi, alors nous la voterons. Du côté du RN, ils disent s'il y a une baisse nette de la TVA sur le paquet de première nécessité, nous voterons la loi. C'est-à-dire que vous devriez prendre un peu des mesures de chacun. Est-ce que vous êtes prêt à le faire ? Pardonnez-moi, vous venez de me citer les deux partis avec lesquels je vous ai dit que nous n'étions pas en train d'envisager de travailler concrètement pour construire une majorité. D'accord. Donc ça, ces deux propositions-là, de toute façon... Parlez-moi des Républicains, parlez-moi des socialistes, parlez-moi des écolos. Les Républicains, ils ont dit qu'ils allaient faire leurs propres propositions sur le pouvoir d'achat. Ils les feront dans les tout prochains jours et que si vous les prenez dans votre loi, alors ils sont prêts à discuter. On va discuter. De toute façon, les Français nous ont demandé de discuter. Le message envoyé par les Français, c'est qu'ils veulent un Parlement qui soit fort et on est dans quelque chose d'inconnu et d'inédit. Mais nos institutions sont fortes. Et nous avons la volonté, c'est important, Apolline de la Meyre, nous, la majorité, avons la volonté de tendre la main, de travailler pour l'intérêt général. C'est vraiment le message. Vous nous confirmez en tout cas que le 6 juillet... Et nous allons continuer de le faire. Et nous allons chercher, groupe par groupe, député par député s'il le faut, pour pouvoir travailler pour l'intérêt général. Vous nous confirmez en tout cas que le 6 juillet, il y aura bien un Conseil des ministres, parce que là, comme pour l'instant, on n'a pas de date pour le prochain Conseil des ministres, il y en avait un qui devait avoir eu lieu hier, qui a été annulé. Le 6 juillet, il y aura bien un paquet pouvoir d'achat qui sera présenté en Conseil des ministres. Je ne peux pas vous confirmer aujourd'hui la date précise de dépôt du texte. Je peux vous dire qu'hier, Elisabeth Borne, la Première ministre, nous a réunis ministres et qu'il a été question de cette réforme, de cette loi sur le pouvoir d'achat qui est très attendue par les Français et que nous nous sommes dit que nous aurions une majorité au Parlement pour la faire adopter. J'ai toujours du mal à comprendre ce qu'Elisabeth Borne hier, elle a présenté sa démission au président. Le président dit qu'il l'a refusée. Ça fait toujours un peu mise en scène. On se demande quel est le message. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a envie de partir, qu'il la retient. Ça veut dire qu'il n'a personne d'autre pour la remplacer. Ça veut dire que c'est pas le moment. Ça veut dire quoi, ce message ? Plusieurs points. D'abord, formellement, elle garde la confiance du président de la République, puisqu'il a refusé sa démission. Formellement, elle était tenue, c'est la coutume, après une élection, de présenter sa démission au président de la République. Et formellement, nous avons besoin d'un gouvernement pleinement fonctionnel, pas dans la gestion des affaires courantes, mais pleinement fonctionnel, parce que nous avons besoin de signer des décrets. Je vous en donne un exemple. Le point d'indice pour les fonctionnaires, il est attendu. Je vous donne un autre exemple. Ça, pour le coup, pas besoin du Parlement. Hein. Non, sur la transition énergétique. Donc nous avons des décrets qui sont importants, que nous devons signer. Chaque ministre est aujourd'hui, dans son ministère, pleinement fonctionnel,
à sa tâche et il travaille. Il y a la partie Parlement, mais qui de toute façon n'aurait pas pu commencer maintenant, puisqu'il était prévu que rien ne démarre avant la le 5 semaine juillet. du 4 Ça, on a bien compris, mais d'ailleurs, donc, elle a redemandé la confiance du président. Est-ce qu'elle redemandera aussi la confiance du Parlement ? C'est-à-dire, est-ce que, comme l'y invite notamment Jean-Luc Mélenchon, Elisabeth Borne demandera la confiance à l'issue de son discours de politique générale ? Mais Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus parlementaire, avant même que la Première ministre ait indiqué si oui ou non elle ira vers un vote au Parlement, a fait déposer, il a dit j'ai déposé, enfin il a fait déposer, il n'est plus parlementaire, il est retraité aujourd'hui, une motion de censure devant l'Assemblée nationale. Avant même qu'elle se soit exprimée. Vous voyez bien là la politique de l'obstruction. Quand je vous disais qu'on ne peut pas travailler avec les députés de la France insoumise, c'est qu'avant même qu'elle ait dit un mot et qu'elle ait présenté le moindre projet, il a déjà, par anticipation, 2 semaines avant, déposé une motion de censure. Ça, c'est une première. Ça n'est jamais arrivé. Mais sur la question de la confiance, malgré tout, on a entendu Emmanuel Macron qui, au soir du 2e tour des élections, a dit qu'il allait gouverner différemment, qu'il allait davantage ouvrir, dialoguer. Quand on voit qu'hier, il reçoit les chefs de parti pour discuter justement d'un éventuel travail ensemble, y compris de cette question d'un gouvernement d'union nationale, et que sa première ministre n'est pas là, elle est là pour du beurre ? Elle n'est pas là pour du beurre. D'abord, elle réunissait les ministres. J'y étais, nous étions réunis autour de la première ministre. Vous auriez pu choisir un autre pour horaire. travailler. Si Emmanuel Macron avait voulu qu'elle soit à ses côtés, elle aurait pu y être. Il y aurait eu la première ministre, on aurait dit qu'est-ce qui se passe, elle n'est pas là, on dit qu'est-ce qui se passe. C'est pas ça qui compte. Dans la nouvelle façon de gouverner, et ça c'est vraiment important, avant même l'élection législative, le président de la République avait souhaité une nouvelle façon de fonctionner et avec un plus grand respect accordé au Parlement et aux corps intermédiaires, les syndicats, les associations d'élus locaux, les citoyens. Dans la vie démocratique, il y a aussi ce très beau mot de démocratie. Et la démocratie est un petit peu malade. Et on le voit, une abstention qui est élevée, un poids des extrêmes qui est croissant. Donc il faut qu'on trouve quelque chose de nouveau. Et avant même d'ailleurs le résultat de cette élection, c'était notre volonté. Et la mission qui m'a été confiée par le président de la République et la Première ministre, c'est aussi d'inventer de nouveaux mécanismes démocratiques. Vous avez été un peu davantage sonné. associer les citoyens. Vous avez été vous-même un peu sonné. C'est quand même important la vie démocratique. Oui, mais j'imagine justement quand vous êtes en charge de la vie démocratique et qu'il se passe ce qui s'est passé dimanche, quand on est celui qui a comme titre dans son portefeuille la vie démocratique, j'imagine que c'est au minimum un choc. C'est une incitation à agir plus. C'est une incitation à rapprocher les Français de leur classe politique, de rapprocher les Français de la construction des politiques publiques. Ça nous invite, ça nous incite, ça nous oblige, et c'est tant mieux, à davantage revenir vers les Français une fois qu'on les a consultés pour leur dire comment ce qu'ils nous ont dit nous ont influencés. Vous avez des regrets peut-être de ne pas les avoir entendus avant ? Et nous avons mené campagne à Apolline de Malherbe sur un programme. Le programme que nous portons sur le travail, sur l'Europe, il a été retenu majoritaire par les Français 4 dimanches consécutifs. Les 2 tours de la présidentielle, Emmanuel Macron est arrivé en tête, oui, mais vous et les 2 tours des élections législatives. C'est quand même une défiance. Mais j'ai connu des soirs de défaite avec un autre parti. J'ai connu un président qui ne pouvait pas se représenter. Et j'ai connu un groupe parlementaire qui est passé de plus de 250 députés à 20. Je sais ce que c'est qu'une défaite. Ne faisons pas d'une majorité relative une défaite. Par contre, ne faisons pas d'une majorité relative une victoire en soi. Disons que les Français ne nous ont pas donné un blanc-seing, mais ils nous ont confié à nous la mission d'organiser une majorité pour réformer le pays pendant les 5 prochaines années. Alors Olivier Véran, je sais bien que vous n'êtes plus ministre de la Santé, mais il se trouve qu'il n'y a plus de ministre de la Santé. Il y a une ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, elle était hier, elle est aujourd'hui à son ministère. Elle n'a pas encore démissionné, c'est ça que vous voulez dire. Bien sûr, elle démissionnera, mais elle continue les affaires courantes, quoi. Elle ne fait pas les affaires courantes, elle est chargée de réformer la santé, elle continue. Vous savez, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière minute. Et elle ne sera pas audible. Elle ne sera pas audible. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est à vous que je vais poser la question. Êtes-vous inquiet de la reprise du Covid ? Là, vous me prenez sur la question Covid. On est vacciné. On a une protection collective qui est forte. On connaît le variant qui est en circulation. On connaît les moyens de se prémunir d'une flambée épidémique. Le masque, les gestes barrières. Les Français savent tout ça. Ils ont parfaitement compris les choses. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Je n'ai pas une inquiétude excessive. J'ai vu que ça avait monté dans certains pays européens. Ensuite, ça baisse. C'est ce nouveau variant là qui est un arrière-cousin de Et un mot encore, j'en profite, puisqu'effectivement, comme vous dites, elle est certes encore ministre formellement, mais enfin, je pense qu'il y a peu de chances qu'elle accepte de répondre aux questions. On manque quand même beaucoup de bras et on a une inquiétude, enfin, c'est ce que disent les médecins sur les urgences cet été. Quand vous voyez qu'il y a un certain nombre de médecins étrangers qui ne sont pas régularisés et qui ont manifesté encore récemment devant le ministère de la Santé, est-ce que vous vous dites, tiens, ça c'est quand même une des solutions, il faut qu'on le fasse vite, il faut les régulariser, il faut leur permettre de bosser? En fait, il y a 2 choses. Vous avez des médecins qui manifestent parce qu'ils ont le droit de travailler en France, mais ils n'ont pas le statut qu'ils souhaitent, et ils sont obligés de travailler à l'hôpital alors qu'ils voudraient pouvoir partir s'installer en ville.
Ces médecins-là, ils sont fonctionnels, ils travaillent. Et à l'hôpital, là où on a le plus besoin d'eux aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder dossier par dossier pour leur permettre ensuite d'aller là où ils le souhaitent. Et vous avez la situation de médecins diplômés de pays hors Union européenne, sans convention avec la France, et qui, lorsqu'ils arrivent en France, demandent à pouvoir exercer. Et je peux vous dire que dans la période, il n'y a pas une administration qui n'a pas accéléré tous les processus pour pouvoir les valider. Je pense aux médecins libanais, aux médecins tunisiens, aux médecins cubains, d'où qu'ils viennent, on fait très attention à ça. Et donc, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la vie démocratique, et encore un petit peu de la santé. Non. Merci Olivier Véran, en tout cas d'avoir répondu à mes questions. On a bien compris que pour vous, la discussion, l'élargissement, c'est vers le Parti Socialiste, LR, mais pas question de toucher à LFI et au RN. Ça, les indépendants. C'est non. Ça, c'est non. Il est 8h53 sur RMC et BFM TV. Merci Apolline de Malherbe.